Et nous voici sur le lac Titicaca, le plus haut du monde, 3820 mètres, et le plus grand lac d'Amérique du Sud. Longueur 170 km, largeur 60 km. Nous longeons les fameuses îles flottantes, confectionnées avec des roseaux appelés totora. Ces îles sont habitées par le peuple Huros et les Indiens Aymara. Pour les îles flottantes, il a deux écoles, une quai, mais le problème c'est qu'il a des écoles primaires, pas des écoles secondaires. Ça veut dire que pour continuer les visites, pour les études, pardon, ils doivent migrer quelque part pour faire ces études. Oui, ça c'est le problème, c'est pour ça que les Douros même est en train de disparaître. Nous voici arrivés sur notre île, où vivent 8 familles Aymara. Nous sommes trop nombreux. Les hommes amènent un banc de plus. Les îles flottent réellement sur le lac et elles sont amarrées au fond avec des pieux et des cordes, car la profondeur du lac n'est pas très importante. Tout ici n'est que roseau, le sol, la maison, le bateau, voire même la nourriture. Sur les îles, on vit encore de la pêche, mais surtout du tourisme. Deux ibis qui se laissent filmer. Confection de très agréables galettes que malheureusement je ne goûterai pas. Il fait bon être guide. Belle présentation de tous les produits cultivés, chassés ou pêchés sur les îles. Meule à grains, on ne peut pas faire plus simple. Il y a aussi des constructions pour touristes de très mauvais goût. Les huttes sont surélevées de 50 cm par rapport au sol de l'île, pour les jours de tempête sûrement. L'intérieur d'une hutte, agréable à regarder, peut-être moins pour y dormir. Le coin cuisine, bien sûr, à l'extérieur. Et voici les fameux bateaux conçus entièrement en roseau. Ils peuvent contenir environ une vingtaine de personnes et durer quelques années. Une partie du groupe va faire le tour de l'île.
Alors là, attention, nous allons avoir la cerise sur le gâteau. Entendre chanter Alouette sur le lac Titicaca, moi ça me cloue le bec. Les enfants se délectent avec le cœur des roseaux Totora. Et nous arrivons avec nos sucreries. Catastrophe. Pas de sucreries car ils ont de gros problèmes de dentition. Mais fallait-il encore le savoir? Au fait, savez-vous pourquoi il y a plusieurs siècles les Huros sont venus habiter sur ces îles? Tout simplement pour fuir les agressions des Collas et des Incas. Trop courte la visite du lac Titicaca et de Puno, n'est-ce pas, José? J'aime beaucoup Puno, parce que ma mère est née ici. Oui, ma mère est née à Cabanillas. Départ pour Cusco. Avant, nous serons passés du versant Pacifique au versant Atlantique. Traversée de Juliaca et son impressionnant marché. Sur des kilomètres et des kilomètres. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de magasins, il y a beaucoup de produits. La grande majorité des produits qu'on voit ici sont venus de la Bolivie. Mais il passe, bien sûr, il n'y a pas, on dit qu'il y a des contrôles à la frontière, mais on voit qu'il y a. Aujourd'hui, c'est la journée centrale du marché. C'est pour ça qu'à droite, voyez-vous, il y a des mondes. Le petit marché, en partie du grand marché. On aurait tous bien aimé flâner quelques heures sur ce marché, mais voilà, voyage organisé oblige. On achète de tout, on trouve de tout. On a des fruits à droite. On a un petit peu de tout. Voyez-vous le petit transport à droite qui arrive ici de différents coins de Puno. Puno est très connu parce que ça c'est la capitale mondiale des alpagas. La Bolivie, ça c'est la capitale mondiale des lamas. Le Pérou, c'est la capitale mondiale des alpagas et des vigognes. Voilà, c'est ici que nous passons du versant Pacifique au versant Atlantique. Voyez-vous la queue? Quand on voit des lamas, on voit la queue très bien. Quand on voit des alpagas, pas.
Visite des vestiges du temple de Viracocha, qui supportait jadis le plus grand toit inca. Les 22 colonnes de pierre circulaires qui le soutenaient furent détruites par les Espagnols. Là, ce sont des entrepôts à grains en cours de restauration. La parade amoureuse de l'Ouette des Andes. Après 380 km de route, arrivé à Cusco. Départ de Cusco pour la vallée sacrée. En cours de route, visite d'un élevage de camélidés. Toi, tu en veux? C'est une tête fine. Hein? Tu penseras pas, nanana. Arrêt photo pour la vallée sacrée, appelée ainsi parce que la Voie lactée se reflétait exactement dans le fleuve. Eh bien non, nous nous arrêterons 500 mètres plus loin. Business oblige. Merci Belinda. Connaître l'origine de ces arbres alignés deux par deux eût été plus intéressant que l'histoire des haricots. L'arbre, c'est une espèce de sans léguminosé. C'est la seule dans la planète qu'on somme une fois et pendant des siècles, il nous donne les haricots manger les fèves. Arrivé à Pissac et visite du marché artisanal du mardi. Un bien petit marché si on enlève toutes les boutiques à touristes qui sont là tous les jours en haute saison.
magnifique point de vue de la vallée sacrée vers Urubamba. Puis c'est la descente vertigineuse par un chemin de terre qui nous conduit aux salines de Maras. Vision spectaculaire. Ce n'est pas sans nous rappeler, à une échelle plus petite bien sûr, les terrasses de Yang Yang. Dans ce Guérande péruvien, on dénombre 4000 bassins. Des terrasses de sel scintillantes de blancheur, suspendues sur les flancs de la montagne. Petit cours d'eau dissout de grosses masses de sel concentrées dans la montagne. L'eau salée qui sort de la source est à 25 degrés. Elle alimente les bassins par une multitude de canaux que l'on ouvre ou ferme en fonction des besoins. Certaines de ces salines sont pré-incas et ont continué à être entretenues par les Incas et aujourd'hui par leurs descendants, les Péruviens. À midi, rendez-vous au restaurant, accueilli par une magnifique orchidée bambou. Et tout ça dans un cadre moyenâgeux. Un pré-inca ou un inca vu de près. Ah ben là c'est un pré-inca. Et Annie qui ramasse des fleurs. Non, ça. Pour digérer, visite du site d'Ollantaytambo. Des terrasses incas à perte de vue. Et tout en haut, le temple du soleil. De magnifiques fontaines ou bains cérémoniels. Regardez les amis, magique, un coupolo. Encore, vous voyez Philippe là au fond de la classe. Regardez Frédéric, le coupolo. Impressionnant visage inca, sculpté dans la montagne. Certains blocs de pierre du Temple du Soleil pèsent près de 50 tonnes. La carrière était située à 6 km du lieu. C'est la fleur des Incas. Observez sur le livre comment pendant l'équinoxe de printemps, les supports taillés dans la pierre projettent la lumière sur le seuil. Sur un de ces colossaux blocs de pierre, on croit voir la croix andine. Et finalement, on voit Jean-Luc.
Ce temple était en construction lors de la conquête des Espagnols et n'a donc jamais été achevé. Pierre astrologique, fauteuil pour les prêtres incas, à aller savoir. Mais comment ont-ils fait pour ajuster ces pierres à la perfection? C'est pas grave, vous êtes blonde. À l'inverse, regardez ce monsieur qui est à droite, qui est blond aussi. Comme il est confus, il ne sait pas s'il doit passer à droite ou à gauche pour ne pas me gêner. Dégustation de la bière locale, la chicha, faite à base de maïs. Vous savez, il y a deux couleurs, deux sortes. Là, c'est la... Alors les deux couleurs, c'est pour aider à gerber plus facilement. C'est vraiment agréable. Allez, on va dire que nous ne sommes pas habitués à ces subtils arômes. Ce soir, pour nous, c'est le grand luxe. Une suite. Mais pourquoi? José n'allait pas laisser passer ça. J'ai 63 ans aujourd'hui. On refait là. Au petit matin, départ en train pour Aguas Calientes, au pied du Machu Picchu. Les vrais randonneurs feront le même trajet, mais par la montagne, et en 4 jours. Heureusement que nous prenons le train, car certains ont déjà du mal pour arriver à la gare. Départ en train qui va nous mener au pied du Machu Picchu. 1h30 de voyage pour 44 km. C'est bien, on va pouvoir filmer sans trop bouger. Regardez bien la végétation. 20 km plus loin, tout va changer. Jusqu'au terminus, nous longerons la rivière Urubamba. Là au moins on ne risque pas de glisser du quai de la gare. Venga, venga, señores, señores, venga. A ver, suban, señores, suban. Ici commence le chemin sacré, pour les moins courageux des marcheurs. Après le pont suspendu, une journée de marche et vous êtes au Machu Picchu. De ce côté, on pourrait se croire en Ardèche, mais de l'autre côté, nous sommes en pleine forêt tropicale. C'est l'Amazonie.
arrivés à Aguas Calientes. En minibus, nous allons grimper les 7 km qui nous séparent du Machu Picchu. Pour la petite histoire, nous avons eu un contrôle de passeport à la gare de départ et un contrôle de passeport arrivé sur le site. Juste ce qu'il faut comme brume pour que le site soit encore plus magique. Voilà, regardez comment déjà il se dégage. Regardez la dernière terrasse en bas. Et là, quand on descend, on voit une ligne noire. Allez, on passe sur l'autre versant parce que moi, cette ligne noire, je ne l'ai pas vue. Ici, le temple du Condor. La salle des mortiers. Ces deux roches circulaires servaient à la préparation de médicaments, ou peut-être avaient-ils un caractère cérémonial. Pour Belinda, ces deux cavités remplies d'eau servaient la nuit à lire le ciel. Alors en face, le Machu Picchu, qui veut dire vieille montagne, se trouve le Huayna Picchu, qui veut dire jeune montagne. On suppose que toutes ces roches taillées que l'on trouve sur différents endroits du site servaient aux astronomes incas pour prédire les solstices. Là-haut se trouve l'Intihuatana. En langue quelache, signifie l'endroit où l'on attache le soleil. Ces horloges solaires se trouvaient dans tous les temples du soleil. Elles ont toutes été détruites par les Espagnols. Une vue de la place principale. Toujours des roches sculptées en direction du soleil. Pas de place perdue au Machu Picchu. De magnifiques terrasses s'étendent à perte de vue. Nous, on avait les mêmes en Ardèche, mais on n'a pas su les garder. Fontaine liturgique. L'eau s'écoule par des canaux taillés directement dans la roche. Nous sommes au Temple du Soleil, qui est l'unique édifice rond du Machu Picchu. Cet hôtel triangulaire serait l'entrée du tombeau royal.
Un touriste américain a fait s'écrouler une partie de la dalle supérieure, ce qui aurait permis la découverte d'une momie. C'est pour ça que le temple est en cours de restauration. Nous montons une dernière fois au sommet du Machu Picchu, en espérant une éclaircie pour faire une belle photo d'ensemble. Eh bien non, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et celui-là là-haut, il faut combien pour y aller là-haut? C'est à l'aller-retour, ça c'est 2 heures en total. 2 heures, oui. Mais ils y vont pas par là, à celui-là. Par Par l'autre versant. Oui. Ouais. Un dernier regard sur le Machu Picchu et les majestueuses montagnes qui l'entourent, avant de redescendre dans la vallée. Les brouillards montent et nous allons redescendre. Ah oui. Les coups de sifflet que vous entendez, ce n'est pas le départ du train. C'est pour rappeler à l'ordre quelques touristes indisciplinés. « 14 heures et nous prenons le train pour le retour. 3 heures à la cime du Machu Picchu, c'est un peu frustrant. On a une maison en bas et on en a une en montagne. Je ne sais pas si vous connaissez le Pélard. Ah, les cèpes. Non, vous ne connaissez pas. Ouais. Changement d'aiguillage. Nous allons nous garer cette fois-ci pour laisser passer le Vistadome, un train panoramique. Avez-vous remarqué les broméliacées dans les arbres? Des randonneurs sur le retour. Avant l'arrivée de l'hiver, on ramasse les dernières pommes de terre. Terminus, nous quittons le train pour reprendre le bus, direction Cusco, que nous visiterons demain. Commençons la visite de Cusco par son temple du soleil, qui a servi de base à la construction de l'église de Santo Domingo. Le mur d'enceinte qui subsiste était à l'origine couvert de 40 000 kilos d'or. Préserver des intempéries les vestiges du temple Inca.
apprécier le travail admirable de la pierre, quand on pense que cette civilisation ne connaissait ni l'écriture, ni la roue, ni le fer. Parce qu'il était fait dans tous les sens, et même à chaque degré. Ça veut dire en 360 degrés. Bon les amis, où nous sommes? En ce moment, on se trouve devant la chapelle dédiée aux étoiles. Il y avait une petite fenêtre là, et se voyait à l'horizon Vénus. Il était accroché justement Vénus. Non, on n'a pas considéré nos planètes, sinon les abeilles sont considérées. À l'origine, tous les murs intérieurs étaient peints. Tintin avait raison. Départ pour les hauteurs de Cusco. Nous nous rendons à la forteresse de Sacsayhuaman. Cette forteresse est très impressionnante. Pourtant aujourd'hui, il ne reste que 20% des constructions d'origine. Elle a été entièrement démantelée par les Espagnols pour construire Cusco. Il ne reste que les gros blocs intransportables. Pour les Espagnols. Les pierres les plus grandes furent utilisées de manière extraordinaire, comme des bastions, et les 3 murailles de 22 zigzags furent construites de sorte qu'on puisse apercevoir immédiatement l'ennemi. La plus grosse pierre, 8,50 mètres de hauteur, son poids 365 tonnes. Pour moi, ce n'est pas que de la taille de pierre, c'est de la sculpture sur pierre. Le sanctuaire de Cuenco, qui n'est pas sans rappeler celui du Machu Picchu. Un peu plus loin, nous trouvons Tambo Machai, le bain de l'Inca. Comment vous l'appelez, lui? Ah, Kawenya, Polile Pisincana. Ah, d'accord. Un paysan péruvien qui travaille le sol avec un étrange outil. Au fait, c'est quoi le plus fatigant? Baisser les bras pour travailler la terre et nourrir le peuple, ou tenir les bras levés pour se faire nourrir par le peuple? Du Christ roi, on a une vue magnifique sur Cusco. Nous redescendons sur Cusco. Jean-Claude en profite pour se faire cirer les pompes
avant d'affronter la manifestation. Quelle époque? Inca? Pré-Inca? On ne sait pas. À midi, nous irons déjeuner là-haut. Sympa, non? Les manifestants commencent à se regrouper. Ce sont des étudiants qui contestent une décision du gouvernement qui permettrait de devenir guide sans les années d'études. Alan Garcia, tu as perdu la raison. Nous compatissons et les applaudissons. Ils parlent de bloquer le Machu Picchu demain. S'ils l'avaient bloqué hier, est-ce que nous aurions applaudi aujourd'hui? L'après-midi, visite d'un atelier d'artisans bijoutiers. Dans les rues de Cusco, tous les soubassements des maisons sont encore de l'époque Inca. C'est ici, dans la rue de Lorette, que l'on trouve la pièce aux 12 angles. Appréciez l'ajustement des pierres. Par temps de pluie, il vaut mieux laisser la priorité aux voitures qui descendent. Nous retournons à la place des armes, qui aujourd'hui porte bien son nom. Nos manifestants sont toujours là et font une pause avant de refaire un petit tour de place. Mais bien sûr que les touristes sont avec vous. Nous, on a besoin de professionnels comme José. Dis José, si je passe un peu trop de pommade, tu me le dis.
Mon Dieu, avec toutes ces manifs, on se croirait en France. Ce soir, notre dernier repas spectacle, sûrement le plus authentique. Demain, bon, on va vous faire réveiller bon, à 8h au cas de quelque chose. Mais s'il vous plaît, à partir de 8h, les valises devant la porte. À 9h, on va commencer à charger déjà. José s'est assoupi. Il est en train de penser que dans quelques heures, il va être libéré des 39 boulets qu'il traîne depuis 10 jours. Lima et les bruines du Pacifique qui submergent la ville. Dernier repas, pris au Minaflore, dans un complexe qui ne m'enchante guère, mais le repas était parfait. La côte du Pacifique, remodelée ou défigurée, c'est suivant. Fin du repas. Les serveurs vont nous amener le dessert. Macho, moi? Non, j'apprécie tout simplement les belles choses, comme la façade de l'hôtel Marriott, par exemple. Merci José, nous sommes heureux d'avoir visité le Pérou avec toi. Voilà, le moment le plus pénible est arrivé, pour nous et pour José aussi, je crois. La fin du voyage, la séparation. Nous voici déjà arrivés à l'aéroport de Madrid et bientôt Lyon. Et oui, le voyage est bien fini.